Reason. Phrase d'introduction. YouTube restante qui doit être supprimée car le mode est pur. Aujourd'hui, nous nous rendons à Chicago, aux États-Unis, la ville que les Américains appellent la « ville des vents », où l'hiver arrive en octobre comme une sentence et où la fierté des familles riches dure moins longtemps que la glace sur les trottoirs. Nous allons suivre George Miller, 69 ans, un entrepreneur qui a bâti une fortune de ses propres mains et qui était sur le point de découvrir que la plus grande menace pour sa famille ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce que son fils Brandon et sa fiancée Brittany ignoraient, c'est que George était arrivé trop tôt à la salle de réception, trop tôt pour ce qu'ils étaient en train de faire. C'est l'une de ces histoires que l'on n'oublie pas. George Miller n'était pas du genre à arriver en avance au fait. 40 ans dans le secteur de la construction lui avaient appris une chose qu'aucune école n'enseigne. Arriver tôt, c'est du travail, pas de la courtoisie. On vérifie le terrain avant de poser les fondations. On examine les poutres avant de monter le toit. On regarde de ses propres yeux avant de signer quoi que ce soit. Car le papier ne ment pas, mais le papier ne voit pas non plus. C'est pourquoi il était là presque 2 heures avant les premiers invités, traversant les couloirs du Drake Hotel, ses pas étouffés par le tapis couleur bordeaux, en costume sur mesure, les épaules carrées, de la même manière qu'elles l'étaient lorsqu'il portait des structures sur un chantier de construction 30 ans auparavant. Il voulait vérifier les arrangements floraux. Patricia adorait les hortensias, et c'était George qui avait précisé au fleuriste que les hortensias devaient être blancs, frais, sans aucune tige tordue. Elle méritait d'entrer dans une salle qui sentirait bon et semblerait avoir été conçue pour elle. Au moins une chose, ce soir-là, devait l'être. Pour ceux qui l'ignorent, le Drake Hotel est une institution centenaire de Chicago, où des présidents ont séjourné et des familles traditionnelles ont célébré pendant des décennies. Il y a un dicton local. Il existe 2 types d'événements, ceux qui ont lieu au Drake et les autres. Un mariage là-bas n'est pas une fête, c'est une déclaration. Ce que Brandon ignorait, c'est que son père savait aussi bien choisir son heure. La salle principale était encore dans la pénombre lorsque George entra par la porte de service latérale. Il préférait toujours cette entrée. C'était par là qu'arrivaient les techniciens, les fleuristes, ceux qui faisaient le vrai travail avant que n'importe quel photographe n'apparaisse. Entrer par l'arrière est le privilège de ceux qui savent ce qu'ils font. La lumière de travail des techniciens d'éclairage créait de longues ombres entre les tables. Les nappes blanches étaient dressées avec la précision d'un défilé militaire, chaque verre à sa place, chaque fourchette alignée, chaque serviette pliée au même angle. 2 siècles de protocole social vivaient dans ce lin blanc amidonné. George commença à marcher le long du côté de la salle, se tenant près des murs, ses chaussures en cuir italien silencieuses sur la moquette. C'était un homme qui pesait presque 90 kg et se déplaçait comme s'il en pesait la moitié. 40 ans à soulever des poutres et à diriger des équipes sur de grands chantiers enseignent cela. Ils enseignent à ne pas gaspiller de mouvement, à ne pas faire de bruit là où ce n'est pas nécessaire. C'est alors qu'il entendit le rire. Ce n'était pas un rire joyeux. Il était bas, contenu, du genre qui émane de quelqu'un qui vient de faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire et qui trouve cela amusant, précisément pour cette raison. Un rire de complicité mal placé. George s'arrêta, s'appuyant instinctivement contre le lourd rideau de velours qui séparait l'entrée latérale de la salle principale. Il attendit, laissa ses yeux s'adapter au jeu d'ombre et de lumière, puis il les vit. Brandon et Brittany. Ils se trouvaient à la tête de la table d'honneur, la table où les parents des mariés et le couple s'assiéraient. Brittany était penchée sur une chaise spécifique, la chaise immédiatement à droite de la place du marié. La chaise de Patricia, quelle froideur. Dans la main de la fiancée, il y avait un tube de couleur orange. George connaissait ce tube. Il l'avait utilisé sur des chantiers. C'était de la colle industrielle de type gel, la version la plus dense, celle qui ne glisse pas, ne se dilue pas avec l'humidité et durcit en quelques minutes lorsqu'elle est soumise à la pression. Sur un chantier, on l'utilisait pour unir l'acier au béton dans des situations où la vis ne suffisait pas, pour des choses qui ne peuvent pas se détacher, pour des choses qui doivent ne faire qu'un. Brittany appliquait une spirale généreuse de l'adhésif transparent sur le siège en velours bleu foncé de la chaise. Ce n'était pas une goutte négligente. C'était une application méthodique,
partant du centre et s'étalant vers les bords, couvrant toute la surface, comme quelqu'un qui remplit un formulaire. Brandon était dos à l'entrée, en sentinelle. Il vérifiait les portes principales toutes les quelques secondes. Il souriait. « Prends aussi les bords, mon amour », murmura-t-il, sa voix portée par le silence vide de la salle, comme s'il y avait un microphone invisible. « Je veux qu'elle soit bien collée, ma chérie. Elle doit apprendre sa place. » Brittany reposa le couvercle du tube avec un claquement satisfait, se leva, s'essuya les mains sur une serviette en papier et contempla son œuvre avec la satisfaction d'une artiste, regardant sa propre toile juste après l'avoir achevée. « Ça va être hilarant », dit-elle, sa voix glissant vers un registre indéfinissable. Quand la vieille femme essaiera de se lever pour le toast, elle va se débattre comme un poisson hors de l'eau. Qui sait, elle se cassera peut-être enfin l'autre hanche et on pourra l'interner rapidement. Les deux rirent. Brandon, le garçon à qui George avait appris à serrer la main d'un homme en le regardant dans les yeux, rit. George ne bougea pas. C'est le détail qui sépare ceux qui ont une stratégie de ceux qui n'ont que de la rage, car la rage était bien là. Elle lui martelait la poitrine comme un coup de marteau sur les côtes. C'était la rage physique d'un homme qui avait passé sa vie entière à construire des choses de ses mains et qui voyait maintenant son œuvre démolie de l'intérieur. Mais George Miller avait appris quelque chose sur les chantiers de construction qu'aucune école de commerce n'enseigne. On ne gagne pas une bataille en s'engageant sur un champ de tir ouvert. On flanque. On attend. On choisit le moment exact où l'adversaire n'a plus aucune échappatoire. S'il sortait de derrière ce rideau maintenant, il nierait. Il dirait que c'était une blague. Il dirait que son père avait exagéré, qu'il devenait sénile, qu'il voyait des intrigues là où il y avait de l'innocence et le mariage continuerait. Et Patricia serait toujours vulnérable. Et rien n'aurait changé, sauf que George aurait gaspillé le seul avantage qu'il possédait, le fait qu'ils savaient ce qu'ils avaient là fait, et qu'ils ignoraient qu'ils le savaient. Non, ce n'était pas la bonne stratégie. George attendit avec la patience de celui qui avait attendu des dizaines d'années l'approbation d'un permis de construire à Chicago. Et ceux qui travaillent sur les chantiers savent que c'est l'attente la plus longue du monde, jusqu'à ce que Brandon et Brittany glissent le long du couloir latéral, riant doucement, disparaissant par la même porte qu'ils avaient empruntée. Ce n'est qu'alors qu'il sortit de l'ombre. Ici, une brève pause s'impose. La colle industrielle en version gel. Elle pénètre les fibres du matériau sous pression et chaleur corporelle, formant une résine rigide. Une fois durcie, elle ne se sépare qu'en détruisant physiquement l'une des surfaces. Placer cela sur une chaise où une femme avec une hanche opérée va s'asseoir n'est pas une blague, c'est un piège. George s'approcha de la chaise. Sur le tapis silencieux, ses pas ne produisaient aucun son. Il regarda l'assise. À la lumière de travail des techniciens, le gel transparent était absolument invisible sur le velours foncé. Si l'on ignorait sa présence, on s'assiérait sans la moindre hésitation. On y poserait le poids du corps, on s'installerait, on ajusterait ses vêtements pour plus de confort et on ne réaliserait le problème qu'en essayant de se lever. Mais il serait alors trop tard. Il toucha le bord de l'assise du bout de son index. C'était déjà collant, actif, avec au moins encore 1 heure de puissance chimique devant lui. Il regarda le marque-place positionné devant la chaise. C'était un travail de calligraphie impeccable, avec une écriture cursive à l'encre dorée sur du papier cartonné de 150 grammes. Le genre de choses que l'on commande chez des imprimeurs qui facturent au poids de l'élégance. Mère du marié Patricia. Et à ce moment-là, le nom de son épouse écrit sur ce carton activa une mémoire que George avait gardée dans un compartiment fermé, parce qu'il avait besoin d'avoir l'esprit clair pour ce qui allait suivre. L'hôpital, 3 mois auparavant. L'odeur d'antiseptique et le bruit monotone des moniteurs cardiaques. Patricia, allongée sur la civière, le visage pâle, trop petite pour ce grand lit, portant une de ces blouses bleues qui rendent tout le monde pareillement vulnérable et mortel. Le médecin avait été très clair. Il avait regardé George d'abord, puis Brandon, qui était présent, qui avait entendu chaque mot de ses propres oreilles. L'opération avait été un succès, mais la convalescence était critique. L'articulation de la hanche était fragilisée. Tout mouvement brusque, toute chute, tout effort extrême pouvait luxer l'articulation. Si cela arrivait, les dommages pourraient être permanents. Elle pourrait ne plus jamais marcher.
Brandon avait hoché la tête. Il avait entendu chaque syllabe. Brittany était à côté, regardant son téléphone portable, mais elle était dans la chambre. Elle était là. Elle savait. Ce détail est important, parce que ce qui suit n'est pas de l'ingénuité ni de la négligence, c'est le choix conscient de deux personnes qui savaient exactement ce qui était en jeu. Ce n'est pas de la négligence, c'est un choix. George regarda la chaise pendant exactement 3 secondes. Puis il regarda la chaise d'à côté, la place de la mariée. Assise propre, velours immaculé, une surface honnête attendant celui ou celle qui s'y assiérait. Il regarda autour de la salle. La cuisine commençait à produire des bruits de vaisselle et de casseroles. En quelques minutes, le premier serveur entrerait pour disposer les verres d'eau. Il avait peut-être 25 secondes. Les mains de George ne tremblèrent pas. Il n'y avait aucune raison qu'elles tremblent. C'étaient les mains d'un homme qui avait conclu des contrats de dizaines de millions de dollars avec la même fermeté, qui avait signé des lettres de licenciement quand il le fallait, qui avait pris les décisions difficiles qu'exigent les situations complexes. Il prit le carton portant le nom de Patricia et le plaça devant la chaise propre. Il prit le carton portant le nom de Brittany et le posa délicatement devant la chaise encollée. Il recula de 2 pas, vérifia l'alignement. Les chaises étaient identiques, même modèle, même tissu, même hauteur. La vaisselle était identique, les verres étaient identiques. Le seul élément différent était invisible à l'œil nu. À cet instant précis, la porte de la cuisine s'ouvrit, poussée par quelqu'un qui portait des choses dans les mains. Un jeune serveur entra, portant un plateau de verre d'eau glacée, avec la posture correcte de quelqu'un qui avait été formé pour paraître invisible, et son badge sur la poitrine l'identifiait comme Edward. Edward travaillait au Drake depuis 3 ans et avait survécu à des mariages difficiles, à des anniversaires qui avaient tourné au conflit familial et à au moins un banquet d'entreprise qui s'était terminé par la présence des forces de l'ordre. Il avait développé, comme mécanisme de défense, une capacité remarquable à ne s'étonner d'absolument rien. Il s'arrêta lorsqu'il vit George debout près de la table d'honneur, en dehors des heures autorisées pour les invités. « Monsieur » dit-il avec la méfiance professionnelle de celui qui fait bien son travail. « Les invités n'ont pas encore été autorisés à entrer dans la salle. » George se retourna avec le calme d'un homme qui n'avait rien à cacher, ou plutôt d'un homme qui avait tout sous contrôle, ce qui est une chose complètement différente. « Je sais, mon garçon, » dit-il en lissant la nappe près de la chaise piégée, veillant à ne pas toucher l'assise. « Je voulais juste m'assurer que tout est parfait pour mon épouse. Elle a du mal à marcher, vous savez. Je voulais vérifier l'espace entre les chaises avant qu'elle n'arrive, pour m'assurer qu'elle puisse passer facilement avec sa canne. » Le visage du serveur se détendit en une expression de reconnaissance. Il hocha la tête, sa méfiance dissoute par l'image simple et émouvante d'un vieux mari attentionné qui arrive tôt pour s'assurer du confort de son épouse. « C'est très attentionné de votre part, monsieur. Tout est très bien ici. »« Vraiment ?» dit George, regardant le siège enduit d'adhésifs industriels qui attendait patiemment l'arrivée de la fiancée. « Absolument parfait. » Il quitta la salle par la même entrée latérale. Ses pas continuaient de ne faire aucun bruit. Dans le hall de l'hôtel, il se dirigea directement vers le bar et commanda un double whisky, pur, sans glace. Il le but d'un trait. L'alcool descendit avec la chaleur de celui qui connaît le travail qu'il a à accomplir. Il resta debout au comptoir un instant, regardant le fond du verre vide. Il sortit son téléphone portable de sa poche. Il y avait un message de Sarah, son assistante exécutive, envoyé quelques minutes auparavant. Les chèques pour les fournisseurs du mariage sont prêts pour demain matin. La documentation de transfert de l'appartement est sur votre bureau pour dépôt lundi. George resta à regarder l'écran. Il avait prévu de tout leur donner. Il avait payé toute cette fête. Les hortensias blanches que Patricia adorait, le menu à 75 $ par personne pour 200 invités, la location de la salle la plus célèbre de Chicago, la robe de 15 000 $ que la fiancée avait choisie sans demander le prix. Il avait un appartement de 2 millions de dollars, prêt à être offert comme cadeau de mariage. Un bien immobilier qu'il avait acheté et rénové de ses propres mains, brique par brique, 3 ans auparavant, pensant qu'il construisait le nid de son fils. Il allait prendre sa retraite? Il allait passer les rênes de l'entreprise de construction à Brandon? Il allait emmener Patricia en Italie,
en Toscane, pour ce voyage qu'ils avaient reporté 3 fois, car il y avait toujours un besoin de leur fils qui était plus urgent. Il avait prévu de tout donner, et la personne à qui il avait prévu de tout donner était, à ce moment précis, en train de mettre de la colle industrielle sur la chaise de sa mère. George tapa la réponse à Sarah avec un pouce ferme. « Retenez tout, n'envoyez aucun chèque, ne déposez pas l'acte, attendez mon contact personnel. » Il envoya le message, remit son téléphone portable dans sa poche et demanda un verre d'eau. Il y avait du travail à faire et il avait besoin de garder la tête froide. Il appela le barman et demanda le nom du directeur général de l'hôtel. « Henderson », dit le jeune homme. « Richard Henderson, directeur général du Drake depuis 11 ans. » George hocha la tête. Il connaissait le genre. Des hommes comme Henderson construisaient des carrières entières dans la discrétion. Il savait quand fermer une porte, quand ouvrir un dossier et quand n'avoir rien vu. Il laissa sur le comptoir le billet qu'il portait toujours plié dans la poche intérieure de sa veste pour les situations qui demandent peu de mots. « Demandez-lui de me rejoindre ici discrètement. » 3 minutes plus tard, Henderson arriva avec la posture de celui qui a été appelé pour résoudre un problème et qui a déjà la solution en tête. George expliqua ce qu'il avait vu dans la salle. Il expliqua ce dont il avait besoin. Les images du système de sécurité entre 17h et 18h30, avec l'audio inclus. Henderson ne manifesta aucune surprise. Le Drake utilise un système d'enregistrement intégré pour les événements de grande envergure, dit-il avec l'objectivité de quelqu'un qui récite un protocole. Des caméras de plafond avec capture audio à des fins de responsabilité civile de l'hôtel. Je peux y accéder et les projeter depuis la cabine de projection de la salle. George leva son verre d'eau. Nous avons donc du travail pour cette nuit? Cela semble être un détail, mais ce n'en est pas un. Aux États-Unis, l'entrepreneur général est l'une des professions les plus réglementées du bâtiment. Elle exige une licence, des preuves techniques et une expérience avérée. Celui qui détient ce titre coordonne des travaux de dizaines de millions de dollars et est légalement responsable de chaque structure qu'il signe au Brésil. Cela équivaudrait à un ingénieur civil avec une entreprise établie. Les premiers invités commencèrent à apparaître dans le hall, arrivant en groupe, les hommes en costume sombre et les femmes en robe longue, tous avec cette légèreté particulière de ceux qui se sont rendus de bonne foi à une fête dont ils ne savent pas encore ce qu'elle sera. George se tenait près de l'entrée, observant le flux. Il reconnaissait la moitié des visages, d'anciens associés, des clients de plusieurs décennies, des personnes avec qui il avait construit des projets, et parfois des amitiés. Il vit Leonard West arriver seul comme toujours, avec la mallette en cuir noir qu'il emportait partout, où se trouvaient des documents importants ou où il y avait la possibilité que des documents importants soient nécessaires. Leonard était son avocat depuis 25 ans. C'était le genre d'homme qui n'a pas besoin d'être présenté dans un environnement. Les gens d'affaires le reconnaissaient à sa poignée de main ferme et à l'expression de celui qui a déjà évalué la situation avant de s'asseoir. Ils échangèrent un bref signe de tête. C'était suffisant. L'autre moitié des invités était celle de Britney, les investisseurs qu'elle avait recrutés avec la précision de quelqu'un qui agence une vitrine, les influenceurs numériques dont elle connaissait le nombre d'abonnés par cœur, comme d'autres connaissent leur table de multiplication. Chaque personne présente avait une fonction dans le récit qu'elle avait construit. C'était une salle de réception, mais ce qui était célébré au fond, c'était l'image. George connaissait très bien ce type de construction et savait très bien ce qui se passe lorsque les fondations ne supportent pas ce qui est au-dessus. Quand Patricia apparut par les portes tournantes de l'hôtel, George traversa tout le hall pour être à ses côtés avant qu'elle n'arrive à mi-chemin. Elle portait une robe de soie couleur vin. Il lui avait fallu des semaines pour trouver un modèle élégant, sans trop alourdir la hanche, qui permette le mouvement de la canne sans que le tissu ne s'y accroche. Elle avait choisi chaque détail avec le soin de quelqu'un qui sait qu'il y a une caméra partout un jour comme celui-ci et qui veut être à la hauteur du moment. La tête était haute, le sourire était sincère et dans ses yeux, il y avait cette lueur que George connaissait après 40 ans de mariage. La lueur d'une femme qui croit encore que les choses vont bien, qui croit encore en la famille. « Prête, mon amour ?» demanda-t-il, lui offrant son bras. Elle serra sa main avec ses doigts.
La poignée était faible physiquement, mais solide pour tout ce qui comptait. « Je suis si fière de lui, George », dit-elle, tandis qu'ils marchaient ensemble vers la salle. Chaque coup de canne sur le marbre du hall, une victoire silencieuse contre la douleur. Et Brittany était si belle lors de la répétition. Je crois vraiment que nous allons être une vraie famille cette fois-ci. George déglutit le nœud qui s'était formé dans sa gorge. Oui, dit-il, guidant son épouse d'un bras ferme sous le sien. Ce soir, nous allons découvrir exactement quel genre de famille nous sommes. La salle se remplissait. La musique montait en volume avec la discrétion calculée des événements haut de gamme. Présente sans être intrusive, tel un fond sonore. Les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne comme des satellites en orbite. Les photographes, 3 d'entre eux, couvraient différents angles de l'espace avec l'efficacité d'une opération militaire. Au centre de tout, Brandon et Brittany recevaient les invités avec l'aisance de ceux qui s'y sont entraînés. Brittany était radieuse dans sa robe de 15 000 $. La jupe avait tant de couches de tulle que lorsqu'elle se tournait, elle créait un courant d'air capable d'éteindre les bougies des tables voisines. C'était le genre de robe qui n'entre pas dans un ascenseur sans négociation préalable et qui, en plein air, présenterait un risque pour les petits aéronefs. Elle savait capter la lumière, tournait son corps instinctivement vers les flashs, souriait à pleines dents, inclinait la tête à l'angle exact que les photos requièrent. Faites attention à la façon dont elle recevait les gens. Ses yeux ne s'arrêtaient jamais sur la personne en face d'elle. Tandis qu'elle souriait à une invitée, il balayait déjà la porte par-dessus son épaule, évaluant qui arrivait ensuite. Ce n'était ni de la distraction, ni de l'impolitesse involontaire. C'était le réflexe conditionné de quelqu'un qui a passé des années à évaluer la valeur de chaque personne avant de décider de l'attention qu'elle méritait. Savez-vous ce que cela signifie concrètement ? Cela signifiait que dans cette salle, il y avait 2 types d'invités. Ceux qui comptaient pour son plan et ceux qui n'étaient que de la décoration. George et Patricia s'approchèrent du couple. Brittany les vit arriver de loin, une fraction de seconde plus vite qu'un clignement d'œil. Mais George observait avec l'attention de celui qui a passé sa vie entière à évaluer des structures avant l'apparition des fissures. Le masque glissa. Lorsque les yeux de Brittany se posèrent sur la canne de Patricia, il y eut là une expression qui n'était ni pitié ni inquiétude. C'était l'expression de quelqu'un qui découvre une tache sur un vêtement fraîchement repassé. Une gêne esthétique. La canne ne s'intégrait pas à la composition visuelle qu'elle avait imaginée pour cette soirée, mais le sourire revint avant qu'aucun invité ne s'en aperçoive. Brittany ouvrit les bras avec la théâtralité parfaite de celle qui sait qu'au moins 2 caméras se trouvent à moins de 3 mètres. « Maman, papa, quel plaisir de vous voir !» Les baisers furent aériens, prudents, précis. Le maquillage d'une valeur de 3 000 $ ne toucha à aucun moment la joue de Patricia. Patricia, qui n'avait pas compris le geste, tenta une véritable étreinte, tendant les bras, les yeux embués de l'émotion. « Tu es magnifique, ma belle-fille. Bienvenue dans la famille. » Brittany se raidit. Elle créa 1 millimètre de distance entre les 2 corps, juste assez pour défaire l'étreinte sans que cela ne paraisse un refus. Puis, sans se tourner vers les caméras, elle pencha la tête vers l'oreille de Patricia et baissa la voix à un volume calculé. Assez fort pour blesser, assez bas pour pouvoir le nier ensuite. « Merci, maman. Mais écoute, nous avons beaucoup de monde important ici ce soir. Des investisseurs, des gens qui comptent vraiment. S'il te plaît, va à ta table et reste tranquille, d'accord ? Tu marches si lentement que c'est un peu déprimant à regarder. Honnêtement, je ne veux pas que tu déranges les invités avec ta situation. Assieds-toi, reste là et ne te fais pas remarquer. » Les mots atteignirent Patricia comme une gifle invisible. L'éclat qui avait brillé dans ses yeux, cet éclat de celle qui croit encore, s'éteignit. Il ne diminua pas graduellement comme une bougie consumée par le vent. Il s'éteignit comme on appuie sur un interrupteur. Elle ouvrit la bouche pour s'excuser, probablement parce que Patricia était du genre à s'excuser d'exister. C'était le schéma d'une vie entière, apprendre à se faire plus petite. « Je n'ai pas voulu… » Brittany avait déjà tourné le dos. Elle avait aperçu une femme en robe rouge arrivant par la porte principale. « Madame Valley, quelle joie de vous voir !»
et elle disparut dans un nuage de parfums chers et de sourires fabriqués, laissant Patricia avec sa phrase inachevée, les bras légèrement tendus vers le vide et le visage empreint d'une confusion honteuse de celle qui ne sait pas exactement ce qu'elle a fait de mal, mais est certaine d'avoir commis une faute. Et entre nous, il y a des gens qui pratiquent ce genre de cruauté comme on pratique un sport, avec régularité, avec technique, avec un chronomètre interne. Brittany avait développé cela au niveau de l'art. George regarda son fils. Brandon était en train d'ajuster ses boutons de manchette, les yeux fixés sur ses propres chaussures. Il avait entendu chaque mot. Il se trouvait à moins d'1 mètre de sa propre mère. George attendit 4 secondes. Brandon finit par lever le visage. Ses yeux croisèrent ceux de son père pendant une fraction de seconde. Puis, il détourna le regard. « Oui, maman, » murmura-t-il, presque inaudible. « Va t'asseoir. C'est mieux ainsi. On ne veut pas que tu trébuches sur les câbles ou quoi que ce soit. C'est mieux ainsi. » Ces 2 mots scellèrent quelque chose que George ne pourrait rouvrir, même s'il essayait. Ce n'était plus un doute. Il n'y avait plus de place pour un « peut-être que j'exagère » ou « peut-être que c'est une phase ». Brandon avait entendu cette femme humilier sa mère. Il avait eu la chance de dire un seul mot pour la défendre et il avait choisi de dire « c'est mieux ainsi ». George posa fermement sa main sous le bras de Patricia. « Allons-y, mon amour, dit-il. » Sa voix était calme, comme toujours, comme celle de quelqu'un qui a confiance en la fondation qu'il a bâtie. « Nous allons faire exactement comme ils disent. » Elle marcha à ses côtés. Chaque contact de la canne sur le sol était une victoire privée contre une douleur qu'elle ne mentionnait pas, car elle ne voulait pas être un fardeau. George sentait la chaleur irradier de sa hanche à travers le tissu de la robe de soie lit de vin. « Est-ce que je le mets dans l'embarras ?» demanda-t-elle à voix basse lorsqu'ils furent suffisamment éloignés pour ne pas être entendus. « Non, dit George. Tu es la seule chose réelle dans cette pièce. » Elle ne répondit pas, mais serra légèrement son bras. Ils arrivèrent à la table d'honneur. George tira la chaise portant le carton. Patricia, la chaise propre, à l'assise immaculée, sans aucune substance chimique, attendant n'importe quoi, et l'aida à s'asseoir avec le soin de celui qui connaît le poids exact de ce qu'il protège. Patricia s'installa avec un long soupir de soulagement qu'elle ne put retenir. C'était le soupir de celle qui avait fait chaque pas de cette soirée contre la douleur et qui avait enfin trouvé un endroit où s'asseoir. Elle ajusta sa robe lit de vin, croisa les mains sur ses genoux et resta silencieuse, menue, obéissante, exactement comme on le lui avait ordonné. George s'assit à ses côtés et leur servit de l'eau à tous les 2. Sa main était ferme, son poignet était stable. Il regarda la chaise vide à côté, la place avec le carton Bérénice, la place qui attendait. De l'autre côté de la salle, Brice et Bérénice achevaient leur travail d'accueil des invités, naviguant de table en table, avec le sourire répété et la fausse légèreté de ceux qui croient que tout est sous contrôle. George vérifia discrètement sa montre. Il était 19h12. Au loin, les musiciens accordaient les derniers instruments. Les serveurs positionnaient les plateaux d'entrée. Le maître de cérémonie révisait ses notes en coulisses. La soirée ne faisait que commencer. Les serveurs commencèrent à circuler avec les entrées. Bisque de homard à la crème d'herbe. Le menu avait été choisi par George 8 mois auparavant, quand il y avait encore l'illusion qu'il planifiait une célébration. Bérénice et Brice arrivèrent à la table d'honneur avec l'énergie de ceux qui viennent de terminer une représentation qui s'est bien déroulée. Bérénice jeta à peine un coup d'œil au carton de placement. Elle avait les yeux rivés sur l'assistance, faisant signe aux demoiselles d'honneur du bout des doigts, envoyant un baiser à quelqu'un avec un appareil photo. Pendant un instant, un seul instant, les yeux de Brice balayèrent la table avec l'hésitation de celui qui fait un calcul qui ne tombe pas juste. Il cherchait la géométrie qu'il avait prévue, sa mère à droite. Mais sa mère était bien à droite, et la chaise à sa gauche portait le carton « Bérénice ». Et cela ne correspondait pas. La confusion dura 2 secondes. Bérénice jeta la traîne monumentale de sa robe par-dessus le siège, s'assurant que les couches de tulle, de dentelle et de soie italienne s'étalent en éventail parfait pour l'angle du photographe positionné à 3 mètres. Puis, sans cérémonie,
Elle s'assit. Elle s'assit avec le poids confiant de celle qui a toujours cru que le monde l'attendait. Elle fit un petit mouvement de hanche pour mieux s'installer, pressant le tissu contre le velours du siège avec l'efficacité domestique de celle qui s'apprête à passer une longue soirée. Georges vit le moment exact où l'adhésif étreignit la robe. Il n'y eut aucun signe visible, aucun son, aucune indication que quelque chose avait changé. Seulement, la chimie opérait en silence, molécule par molécule, fibre par fibre, unissant la soie italienne de Milan au velours bleu foncé, avec une intimité à laquelle aucun des deux n'avait consenti. Elle vérifiait son rouge à lèvres dans le reflet de sa cuillère, tandis que sa robe, d'une valeur de 15 000 $, était incorporée à la structure en chêne de la chaise. Brice s'assit à ses côtés, regarda sa mère, puis la chaise où Bérénice était assise, puis le carton Bérénice devant son épouse. La confusion traversa son visage comme un nuage par jour de vent. Elle apparut et disparut avant de se transformer en quoi que ce soit. Il ne comprit pas complètement ce qui s'était passé, et c'était précisément la beauté du mouvement. Il n'y avait rien à remettre en question, rien à dénoncer, aucune preuve d'intervention. Les cartons étaient là où ils devaient être. Bérénice leva sa coupe de champagne et donna le coup d'envoi au dîner par un court toast qu'elle utilisa principalement pour regarder autour d'elle et s'assurer que tout le monde la regardait. Ensuite, elle se plongea dans la conversation avec la demoiselle d'honneur, assise à sa gauche, son corps oscillant légèrement tandis qu'elle gesticulait avec animation. Chaque oscillation, chaque pivot, chaque ajustement de position pressait le tissu un peu plus profondément contre l'adhésif. La chaleur du corps de Bérénice accélérait la prise. Elle scellait son propre destin avec enthousiasme. Si quelqu'un avait informé Bérénice à ce moment-là que chaque petit mouvement de hanche qu'elle faisait pour s'installer fusionnait littéralement sa biographie à cette chaise en chêne, elle se serait probablement arrêtée de bouger. Probablement, mais personne ne l'informa. Et elle continua, posant ses mains sur ses genoux avec précision, et prit la cuillère de l'entrée. C'était une bonne bisque, dense, savoureuse, avec la juste acidité de la crème. Elle mangea lentement. Elle avait appris il y a longtemps que les meilleurs repas sont ceux que l'on mange sans hâte et que parfois la meilleure chose à faire dans un moment de tension est simplement de bien manger. Patricia contemplait l'arrangement d'hortensias blancs au centre de la table. Il y avait une légèreté dans la façon dont elle regardait les fleurs, comme si les fleurs étaient la seule partie de cette soirée qui avait été placée là spécifiquement pour elle. Ce qui était vrai. Elles sont magnifiques, dit-elle à voix basse. Oui, elles le sont, acquiesça Georges, et il continua de manger. Ce fut pendant l'entrée que les yeux de Bérénice se posèrent sur Patricia. Patricia avait tendu la main vers un petit pain au levain que l'hôtel cuisait dans sa propre cuisine depuis 1943, une croûte dorée de couleur uniforme, une mie moelleuse et aromatique, le genre de pain qui apparaît dans les rêves de ceux qui ont grandi dans une maison où l'on cuisinait avec amour. Patricia adorait le pain. Elle l'avait adoré toute sa vie. C'était l'une des petites joies constantes de son existence. Sa main tremblait légèrement en se tendant vers le panier. C'est exactement à ce moment qu'Édouard, le même serveur qui avait trouvé Georges dans le salon vide quelques heures plus tôt, arriva à table avec un second panier de pain tout juste sorti du four, la croûte fumant encore avec cette odeur sans nom, mais que tout le monde reconnaît. Il le positionna avec soin près de Patricia, recula d'un pas avec le professionnalisme de celui qui a accompli sa mission et resta immobile dans le rayon exact entre servir et ne pas exister, attendant le signal pour s'en aller. Brittany se pencha avec l'expression d'une médecin sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle, avec beaucoup de bonne volonté. « Maman !» dit-elle, d'une voix doucement préoccupée, celle de quelqu'un qui est bien plus patiente qu'elle ne devrait l'être. Elle toucha le poignet de Patricia de 2 doigts, non pour caresser, mais pour arrêter. « Es-tu sûre de vouloir ce pain ?» Patricia se figea, la main à mi-chemin du panier. « Je voulais juste... » Brittany soupira. Un soupir long, théâtral. Le soupir de celle qui porte un fardeau que personne autour d'elle ne semble reconnaître. « Je pense à ta convalescence. Tu sais comment c'est ?
Elle fronça légèrement les sourcils, simulant une préoccupation médicale. Chaque kilo en trop est une pression supplémentaire sur la hanche artificielle. Et les glucides, maman, les glucides, c'est une inflammation qui n'attend que de se manifester. On ne veut pas que tu t'évanouisses sous ton propre poids. N'est-ce pas, surtout lors d'une soirée si éprouvante pour toi? Le sourire n'atteignait pas ses yeux, jamais. Patricia retira sa main comme si le panier était en feu. Elle reposa le petit pain avec la prudence honteuse de quelqu'un qui rend quelque chose pris sans permission. Elle baissa les yeux vers ses genoux. Édouard restait immobile, le plateau vide à la main, les bras légèrement écartés du corps. Il fixait un point neutre sur le mur derrière la table, la technique de celui qui n'a rien vu, rien entendu, et a la ferme intention de maintenir cette position jusqu'à la fin de son contrat de travail. « Tu as raison, dit-elle à voix basse. Je vais laisser. »« C'est pour ton bien, dit Brittany avec la satisfaction voilée de celle qui vient de marquer un point. C'est parce que je me soucie de toi. » Brandon, qui avait tout entendu, hocha la tête en mâchant son filet, la bouche entr'ouverte. « Oui, maman. Écoute, Brittany, elle s'y connaît en nutrition. Tu ne veux pas te retrouver de nouveau aux urgences, n'est-ce pas? On a des projets pour l'été. On ne peut pas passer notre temps à s'occuper de toi si tu décides de ruiner l'autre hanche en mangeant du pain. Il existe une cruauté qui n'élève pas la voix, n'utilise pas de gros mots, ne claque pas la porte. Elle arrive déguisée en préoccupation, avec le ton de celui qui prend soin, et retire peu à peu à la personne le droit d'exister en paix. Un repas à la fois, un commentaire à la fois, jusqu'à ce que la personne commence à s'excuser d'avoir faim. C'est la cruauté qui utilise le vocabulaire de l'amour et fonctionne de la même manière qu'une fondation pourrie. Tout semble solide jusqu'au moment où il n'est plus possible de supporter le poids. Georges posa sa fourchette et son couteau sur son assiette avec une précision millimétrique, sans regarder Brandon, sans regarder Brittany. Il sortit discrètement son téléphone portable de sa poche, le plaçant sur sa cuisse, sous la ligne de la table. Il ouvrit la conversation avec Michel, son gestionnaire financier personnel. « Michel, annule le forfait lune de miel. Vol aller-retour et le bungalow sur l'eau au complexe. Remboursement intégral si possible. Annule de toute façon là où ce n'est pas remboursable. J'attends confirmation. » Il envoya. Ils disparurent de leur avenir à cet instant. Il remit son téléphone dans sa poche, prit son verre de vin rouge et en but une gorgée. C'était un rouge corsé de 2015, riche, avec des tanins mûrs. C'était un vin qui appelait une bonne cuisine et une compagnie honnête. Il n'avait exactement que la moitié de ce qu'il demandait. Il continua de manger, comme si le monde allait bien. Le plat principal arriva. Filet mignon avec jus de romarin et d'ail, accompagné d'une purée de légumes racines, de céleri rave et d'asperges rôties, 75 € par plat. Pour 200 personnes, un menu choisi par Georges 8 mois auparavant, quand il y avait encore l'illusion qu'il construisait un beau souvenir. La viande était parfaite, tendre, saignante à point, parfumée d'ail et d'herbe. Georges mangea lentement. Brittany commença à couper son propre filet en morceaux de plus en plus petits, tout en parlant. Elle avait une véritable habileté pour cela. Elle parvenait à parler, manger avec une élégance calculée, surveiller la salle et calculer en même temps. C'était un type de compétence qui, dirigé vers quelque chose d'utile, aurait pu construire des choses. « Papa !» dit-elle, en se tournant vers Georges avec l'angle de celle qui entame une conversation d'affaires. Le mot « papa » sonnait faux dans sa bouche, comme un costume de location qui n'appartenait pas à sa garde-robe. « Nous devons parler du calendrier de l'appartement. » Georges leva les yeux de son assiette. « De quoi s'agit-il ? » « Brandon et moi y sommes allés hier pour jeter un œil à l'espace. » Elle gesticula légèrement avec sa fourchette, comme quelqu'un qui mène une présentation déjà approuvée en interne. « Écoute, je respecte le travail que tu as fait, mais le style est un peu lourd. Le bois sombre, le marbre, toutes ces teintes, ça ressemble à un club de vieux messieurs. Nous devons ouvrir l'espace, apporter de la lumière. Le salon, la salle de bain principale et le bain à remous. Il faudra absolument les enlever. Nous voulons une ambiance de béton blanc, minimaliste, quelque chose qui, lorsque les gens entrent, leur donne l'impression d'être dans un lieu moderne. » Georges regarda son fils. Brandon était enthousiaste. C'était l'enthousiasme de quelqu'un qui répète l'opinion de la personne à côté de lui et la confond avec la sienne.
Oui, papa, c'est un peu déprimant. Nous voulons quelque chose qui ait du sens pour qui nous sommes aujourd'hui. Nous avons déjà un devis d'un entrepreneur. Georges regarda son fils pendant un instant. Il avait importé ce bois du Brésil. Chaque planche avait été choisie par lui-même lors d'un voyage d'affaires à São Paulo, évaluée pour son épaisseur, sa texture, le motif de ses veines. Le marbre avait mis 8 semaines à arriver des fournisseurs italiens. Il avait passé 3 semaines de vacances, ses premières vacances en 6 ans, à installer ce sol de ses propres mains, car il voulait que l'appartement ait le poids et la permanence de quelque chose construit pour durer, pour être transmis. Et son fils appelait cela déprimant. « Quel est le montant du devis ?» demanda Georges d'une voix absolument neutre. « 60 000 $ pour la démolition et la rénovation complète. » Brittany but une gorgée de champagne avec la désinvolture de quelqu'un qui demande l'addition dans un restaurant moyen. « Comme l'acte de propriété est transféré dès lundi, nous pensions que tu pourrais avancer le montant maintenant. Ainsi, nous pourrons déjà planifier les travaux pour qu'ils commencent pendant notre lune de miel. Nous ne voulons pas rentrer de voyage et nous installer dans un chantier, sourit-elle. C'était un sourire qui croyait avoir gagné avant la fin du match. Il est important de comprendre qu'aux États-Unis, le transfert d'une propriété exige un protocole formel chez un notaire et un enregistrement auprès de l'organisme du comté, équivalent à notre enregistrement au service de la publicité foncière. Tant que ce document n'est pas enregistré, la propriété appartient légalement à celui qui l'a achetée. L'acte de propriété était au nom de Georges, et tant qu'il serait au nom de Georges, l'appartement appartenait à Georges. Il sortit son téléphone de sa poche pour la 2e fois cette nuit-là. « 60 000 $, répéta-t-il à voix basse, comme s'il calculait à voix haute. Il déverrouilla son téléphone, ouvrit la conversation avec Sarah. « Sarah, ne pas enregistrer l'acte de propriété de l'appartement. Contacter l'agent immobilier immédiatement. Mettre la propriété en vente sur le marché dès demain matin. Meublé, occupation immédiate. Changer les serrures dès ce soir. Confirmer l'exécution, envoya-t-il. C'était un message de 2 millions de $. Il regarda Brittany. « Je vais voir ce que je peux faire, » dit-il sur le même ton. Le plan habituel. Brittany frappa une seule fois dans ses mains, comme une enfant recevant un « oui » qu'elle attendait. « Je savais que tu comprendrais. Tu es le meilleur. » Elle se tourna vers Brandon et lui donna un baiser rapide sur la joue. « Tu vois, il suffit de pousser un peu, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Elle avait calculé le volume. Assez bas pour ne pas être formelle. Assez haut pour que Georges l'entende, il entendait toujours tout. Il continua de manger son filet en silence, car il y avait encore d'autres éléments au menu de cette soirée. Les serveurs changèrent les assiettes avec l'efficacité de ceux qui font cela 100 fois par semaine. Le gâteau de mariage était en préparation pour son entrée triomphale. Une tour de 5 étages à la vanille et aux framboises, décorée de fleurs en sucre artisanal, qui avait demandé 3 jours de confection à une pâtissière spécialisée. Il avait coûté plus cher que la première voiture de Georges. Brittany regarda Patricia. Son regard avait quelque chose du médecin des urgences, évaluant un patient avant de décider si l'effort de le traiter en valait la peine. « Maman !» La voix douce revint, mais cette fois avec une couche supplémentaire de préoccupation performative qui servait d'assaisonnement. « Tu ne vas pas manger de gâteau, n'est-ce pas ?» Patricia leva le visage. Il y avait dans son expression quelque chose qui faisait mal à voir. Ce n'était pas de la tristesse, c'était l'anticipation déjà familière de la tristesse, le reflet de quelqu'un qui a appris à attendre le coup avant qu'il n'arrive. Je pensais prendre une petite part, juste pour participer. Brittany secoua lentement la tête, avec la patience infinie de quelqu'un qui explique quelque chose pour la 10e fois à quelqu'un qui ne comprend toujours pas. « Maman, le sucre est très mauvais pour le processus inflammatoire en cas de chirurgie orthopédique. » « Sérieusement, ton visage est déjà un peu gonflé aujourd'hui. Je l'ai remarqué quand tu es arrivé. De l'eau chaude avec du citron aidera davantage et fera un meilleur travail pour éliminer les toxines que n'importe quel morceau de gâteau. Je ne veux pas que tu apparaisses sur les photos de famille avec le visage gonflé. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. » Brandon hocha la tête, sa fourchette en équilibre sur son assiette vide. « Oui, maman, ça va te détoxifier un peu. Tu voudras être belle pour les photos, n'est-ce pas ?
On ne veut pas que tu aies l'air de ne pas être en forme. Patricia plia la serviette sur la table de ses mains calmes. Cette calme qui n'est pas la paix, mais l'épuisement. « Je n'ai pas faim de toute façon », dit-elle d'une voix si basse qu'elle atteignit à peine Georges, mais elle l'atteignit. Georges sentit la vibration dans sa poche. Confirmation de Michael. Lune de miel annulée. 2 secondes plus tard, une autre vibration. Sarah, confirmant que le changement des serrures avait été programmé dans 45 minutes, regarda son propre verre de vin. Le rouge avait la couleur exacte de quelque chose qui guérit lentement. Brittany se réajustait sur son siège, un autre mouvement de hanche, cette petite danse inconsciente de celle qui veut être bien positionnée, pressant le tissu de sa robe contre le velours de la chaise, avec l'efficacité de celle qui n'imagine pas qu'elle scelle son propre destin. Georges se tourna vers son épouse. « Mange le gâteau, Patricia, » dit-il. Sa voix était ferme, sans colère, sans théâtralité. La voix de quelqu'un qui avait fait une évaluation et était parvenu à une conclusion. Elle le regarda, les yeux grands ouverts. « Quoi ? Mange le gâteau, toute la part que tu veux. Tu auras besoin d'énergie ce soir. » Brittany laissa échapper un son d'exaspération contenue. « Georges, s'il te plaît, ne me contredis pas devant tout le monde. J'essaie de l'aider. »« Si elle mange le gâteau et se sent mal plus tard, tu auras suffisamment aidé ce soir, Brittany ?» dit Georges, la regardant maintenant, la fixant directement. C'était le premier regard direct de la soirée. Long, sans chaleur, sans colère visible, avec l'objectivité spécifique de celui qui évalue une structure et arrive à un diagnostic. « Tu peux te reposer. » Elle ouvrit la bouche, la referma, roula des yeux avec l'élégance de celle qui est convaincue de toujours gagner à la fin, comme elle le souhaite. Et elle vérifia son reflet au dos de la cuillère pour la dernière fois de la soirée. La musique de fond avait cessé de jouer. Le disc jockey était à son équipement, effectuant les derniers ajustements pour la phase suivante. Les lumières de la salle commencèrent à être contrôlées lentement, cette transition douce que les grandes salles utilisent pour préparer le moment sans l'annoncer brutalement. Georges vérifia sa montre. Il était 20h22. Brittany était assise sur cette chaise depuis environ 45 minutes. Le fabricant de la colle industrielle indiquait un durcissement complet entre 30 et 60 minutes, selon la pression appliquée et la température ambiante. 45 minutes avec la chaleur corporelle de Brittany et le poids constant de son corps, pressant la robe contre le siège, c'était plus que suffisant. Le maître de cérémonie se plaça devant le microphone. Sa voix atteignit tous les coins de la salle avec ce timbre entraîné à faire paraître les moments ordinaires historiques. « Mesdames et messieurs, amis et familles, nous sommes arrivés au moment que tout le monde attendait. Je vous demande de bien vouloir tourner votre attention vers la table d'honneur pour accueillir le nouveau couple Miller pour leur première danse en tant que mari et femme. » L'assistance applaudit, les flashs crépitèrent. Le projecteur du balcon supérieur descendit et trouva la table d'honneur avec une précision chirurgicale, baignant Brandon et Brittany d'une lumière blanche et implacable qui ne pardonnait aucun détail. Brandon se leva, boutonna sa veste de costume, passa ses doigts dans ses cheveux, fit un signe de tête à ses amis à la table 9, avec le sourire d'un homme qui croit avoir atteint ce qu'il avait prévu. Il fit un mouvement gracieux de la main et tendit le bras à Brittany. « Allons-y, Madame Miller » dit-il, le microphone captant chaque syllabe. « Montrons-leur comment faire. » Brittany le regarda avec cet éclat particulier. C'était le moment pour lequel elle avait répété pendant des mois, pour lequel elle avait choisi chaque détail de la robe, de la coiffure, du rouge à lèvres, la salle la plus historique de Chicago. 200 invités, 3 photographes, des influenceurs avec des caméras en direct. C'était l'apogée. Elle posa sa main dans la sienne, respira profondément avec l'aisance d'une actrice avant d'entrer en scène, planta ses 2 pieds au sol et poussa. Ce qui se passa dans les instants suivants fut quelque chose que Georges décrirait dans les années à venir comme le moment le plus précis qu'il ait jamais vu de toute sa vie. Les épaules de Brittany montèrent d'une fraction de centimètre. Son cou s'étira, ses bras pressèrent vers le bas sur les accoudoirs de la chaise. Ses hanches ne bougèrent pas d'un pouce. Son expression changea, non pas sur sa bouche qui continuait de sourire dans son rôle, mais dans ses yeux. Une micro-confusion,
Un compte qui ne s'équilibrait pas. Elle essaya de nouveau, avec plus d'intention. Rien. Avec plus de force, rien. Brandon avait toujours la main tendue, son sourire commençant à vaciller sur les bords, comme une bougie exposée au vent. Brittany tenta de se pencher en avant pour prendre de l'élan. Elle tenta de s'appuyer sur les supports latéraux de la chaise. Elle tenta de faire pivoter sa hanche pour créer du mouvement. La chaise bougeait avec elle à chaque tentative. Elle se soulevait de quelques centimètres du sol lorsqu'elle forçait vers le haut et retombait lorsque le poids la tirait vers le bas, comme si une main invisible la retenait, comme si elle et la chaise ne faisaient qu'un, car c'était le cas. Et puis vint le son. Il était 20h32, un vendredi d'automne à Chicago, lorsqu'une robe de soie italienne, tissée par des artisans à Milan, qui avait coûté 15 000 $ et avait été choisie par Brittany après avoir visité 14 ateliers dans 3 villes, décida, sous la tension impossible entre le corps d'une femme et 40 kg de chaise en chêne, pris dans son tissu, lequel des deux méritait d'être préservé. Elle choisit la chaise. Le son qui en sortit fut long, irrégulier, partant de la région de la taille et se ramifiant. Non pas le claquement net d'une couture qui cède, mais le hurlement rauque et prolongé d'un matériau noble, détruit contre sa propre volonté. Le salon entier l'entendit. Et ici se termine la première moitié de cette histoire. Le son dura plus longtemps qu'aucun son de ce genre n'aurait dû durer. Ce n'était pas une déchirure, c'était une sentence. Il partit de la région de la taille de Brittany avec un hurlement sourd et s'ouvrit vers le sol, comme un éclair qui se ramifie à gauche, à droite, détruisant couche par couche l'architecture textile que des artisans italiens avaient mis des semaines à construire. La dentelle céda d'abord, puis la doublure, puis la soie. Brittany jaillit vers le haut comme un ressort détendu, propulsé par la libération de la tension, et tomba contre la poitrine de Brandon, qui la retint par instinct. Elle resta immobile, respirant profondément. Pendant 2 secondes entières, elle pensa qu'elle avait gagné. Puis elle sentit le vent. L'air conditionné du Drake Hotel fonctionnait à 20 degrés Celsius, une température calibrée pour le confort des costumes de soirée et des robes longues. Brittany sentit cet air dans des régions de son anatomie qui auraient dû être couvertes par 5 000 $ de soie italienne. Elle sentit l'absence de poids dans son dos, la légèreté bizarre de quelqu'un qui a perdu quelque chose qui aurait dû être là. Elle tendit lentement la main derrière elle. Ses doigts ne trouvèrent pas de dentelle, pas de doublure. Ils trouvèrent la texture caoutchouteuse et dense de la gaine amincissante, beige, le genre de pièce qui couvre du milieu du dos jusqu'à mi-cuisse, qui aplatit, comprime et réorganise l'anatomie avec la détermination d'une entrepreneuse de travaux publics sans contrainte de temps. Cela fonctionne parfaitement quand c'est un secret. Sous 300 watts de projecteur dans une salle de réception pour 200 personnes, cela cesse d'être un sous-vêtement intime et devient un témoignage. Ce n'était pas exactement la révélation que les invités de la table numéro 10 étaient venus chercher au Drake un vendredi d'automne, mais c'était sans aucun doute la plus mémorable. Elle tourna la tête, regarda la chaise, clouée au velours bleu foncé de l'assise, avec la précision d'un papillon dans un cadre de musée, tout l'arrière de la robe, les couches de tulle, la dentelle brodée à la main, la doublure en soie, tout était là, fusionné au tissu de la chaise par le même adhésif qu'elle avait appliqué de ses propres mains quelques heures auparavant. C'était un moule parfait de l'endroit où elle s'était assise, une peau qui avait été laissée derrière elle. Le salon ne fit pas de bruit immédiat. Il y eut d'abord le silence particulier des grands chocs, ce second et demi pendant lequel le cerveau humain traite ce que les yeux voient et n'y croit pas encore suffisamment pour réagir. Puis le premier téléphone portable se leva, puis le second, puis ce fut une vague. Les influenceurs que Brittany avait invités avec tant de stratégie, ceux qui avaient 200 000 abonnés, ceux qui en avaient 500 000, le duo qui couvrait les événements sociaux de Chicago avec un dévouement journalistique, avaient tous leurs caméras levées. Les lumières d'enregistrement clignotaient en rouge, en synchronisation. Ils étaient en direct, entre nous. Elle avait construit cette liste d'invités comme on construirait un tableau de distribution. Chaque personne présente avait une fonction d'amplification. Elle avait placé les amplificateurs dans un salon fermé,
sans issue, et maintenant le seul signal à amplifier était le sien. Brittany tourna sur elle-même, essayant de se couvrir, mais tourner dans un salon rempli de personnes avec des caméras ne faisait qu'exposer la destruction à un secteur différent du public. Chaque direction était une nouvelle caméra. Ses yeux rencontrèrent ceux de George. Il était assis, les mains croisées sur la table. Il ne s'était pas bougé, ne s'était pas levé, n'avait rien dit. Il était complètement immobile, avec le calme particulier de celui qui avait placé une charge dans un bâtiment et attendait que la physique fasse son travail. Et puis, il fit le seul mouvement qu'il fit. Il leva son verre d'eau dans sa direction, un toast silencieux, sans sourire, sans colère, juste de la reconnaissance. Ce geste en disait plus que n'importe quel mot. La prise de conscience frappa Brittany d'un seul coup, comme l'eau qui rompt un mur. Elle regarda la carte qui disait Brittany devant la chaise détruite. Elle regarda la carte qui disait Mère du marié devant la chaise où Patricia était confortablement assise, la tasse de thé presque intacte entre ses doigts. Elle regarda de nouveau George et sut qu'il était arrivé trop tôt. Elle sut qu'il avait vu. Elle sut que les cartes n'étaient pas là où elle les avait laissées. Elle sut que le piège avait fonctionné exactement comme prévu, mais à l'envers. Ses lèvres tremblèrent. Puis elles cessèrent de trembler, et elle calcula. Car Brittany, avant d'être une personne qui explose, était une personne qui cherche à contrôler. C'était le reflet d'années de pratique. Quand la situation dévie du scénario, on sourit, on redirige, on trouve l'angle de sortie avant qu'un témoin ne remarque qu'il y a eu un problème. Elle respira, redressa les épaules, se tourna vers George, les yeux humides et la voix dans le ton le plus doux qu'elle pouvait encore atteindre. George prononça son nom, comme s'il s'agissait d'un accord particulier entre eux deux. « Je sais que vous avez vu quelque chose. Je sais que vous êtes en colère, et vous avez raison de l'être. C'était une idée terrible, je l'admets, et j'ai honte. » Elle baissa la tête un instant, le geste calculé de celle qui demande pardon sans perdre sa position. « Mais vous pouvez faire cela plus tard ? Toute conversation nécessaire aura lieu plus tard, en privé, en famille. Pas comme ça, pas ici, devant tout le monde. Vous allez me détruire un jour qui ne peut être défait. » Elle posa sa main sur le bras de George. C'était une main froide, ferme. La pression des doigts était celle de quelqu'un qui retient, non de quelqu'un qui implore. George regarda la main sur son propre bras, puis la regarda elle. Il y avait une différence entre demander pardon et faire de la gestion des dégâts. Ce n'était pas subtil. C'était la différence entre les yeux de Patricia il y a 30 minutes, humides de gratitude sincère pour la canne, et les yeux de Brittany maintenant secs sous l'humidité fabriquée, faisant des calculs. Il ne dit rien, il n'en avait pas besoin. Le silence fut suffisant. George ne recula pas, ne répondit pas, resta immobile avec sa main sur son bras, comme quelqu'un qui tient la rampe d'un escalier solide, sans forcer, sans céder. Brittany attendit 2 secondes, 3, et alors le masque se brisa définitivement. Elle franchit la distance entre les 2 chaises sans faire un pas. Ce fut un mouvement unique, une charge qui renversa une partie de la décoration florale du centre de table sur son passage, des fleurs blanches et de l'eau se répandant sur le lin comme une métaphore que toute la salle vit, mais n'eut pas besoin de nommer. « Vous !» cria Brittany, le doigt pointé vers le visage de Patricia avec l'imprécision de celle qui avait perdu le contrôle de son propre corps. « C'est vous qui avez fait ça, vieille folle ? Vous saviez ? Vous avez échangé les cartes, vous vouliez me ruiner. » Patricia recula dans sa chaise. Il n'y avait nulle part où aller. « Brittany, je ne comprends pas ce que... » Ne me mentez pas. La voix était sortie de son ton normal et était entrée dans un territoire que le microphone du maître de cérémonie captait, ce qui signifiait qu'elle était diffusée par les haut-parleurs de toute la salle. « Je sais que c'était vous. Vous saviez pour l'autocollant. Vous vouliez que je sois piégé. Vous vouliez me détruire parce que vous ne supportez pas de voir Brandon heureux. » Et là, dans cette phrase, elle avait commis l'erreur que des années de pratique en manipulation n'avaient pas réussi à éviter. Elle avait mentionné l'autocollant à voix haute. Elle avait confessé qu'elle connaissait l'existence de l'autocollant. Elle avait confirmé qu'il y avait un piège. Elle avait confirmé qu'elle savait à qui le piège était destiné. 200 personnes
et au moins 6 caméras en direct avaient entendu. Notez l'ironie. La fureur qui devait la protéger finit par être ce qui l'exposa le plus. Brandon arriva aux côtés de son épouse. Pendant un instant, une seule seconde que George observa attentivement, il y eut la possibilité que le fils fasse la bonne chose, qu'il pose la main sur l'épaule de Britney et dise « Ça suffit », qu'il se tourne vers sa mère et dise « Pardon », qu'il y ait, au fond de l'homme qui avait grandi dans cette famille, une étincelle du garçon que George avait tenté d'élever. Brandon regarda sa mère, regarda son épouse, regarda les caméras et choisit « Maman !» Il frappa la nappe de sa main à plat, renversant un verre. « Qu'avez-vous fait ? Regardez ce que vous avez causé. Regardez sa robe. Pourquoi ne pouvez-vous pas être normal ? Pourquoi tout doit-il devenir un drame à cause de vous ?» Patricia ouvrit la bouche, la referma. « Vous inventez que vous êtes une victime parce que vous êtes une éternelle victime ?» Brandon continua, la voix montant à mesure que l'audience grandissait. « Jalousie qu'elle soit jeune, belle, que je l'ai choisie. Vous faites toujours ça, vous faites toujours tout tourner autour de vous. Concentrez-vous ici, car ce que Brandon faisait a un nom. Vous niez ce que vous avez fait, attaquez celui qui vous confronte et transformez l'autre en coupable de votre propre souffrance. C'est le mouvement de celui qui a grandi en apprenant que la meilleure défense est toujours de faire en sorte que l'autre se sente coupable. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie, et c'est ce que l'on vient de voir en direct. Patricia tenta de se lever. Ses doigts trouvèrent les accoudoirs de la chaise propre, la chaise sans colle, celle que George lui avait assurée, et elle se leva avec le tremblement visible de quelqu'un qui puise dans toutes ses réserves physiques, ce qui lui restait après une nuit entière d'efforts. « Je n'ai rien fait, » dit-elle. Sa voix était basse, mais ferme. « Je me suis juste assise là où la carte l'indiquait. » Mensonge. Brittany avança de nouveau, les doigts en griffe vers les épaules de Patricia. George se leva. Ce ne fut pas un mouvement dramatique. Il n'y avait rien de théâtral. C'était simplement l'action logique qui suit une évaluation achevée. Un homme de 69 ans, mesurant 1,82 m et pesant 92 kg de muscles que des décennies de travail avaient transformé en une structure permanente, se tint debout avec la même efficacité silencieuse qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Il s'interposa entre Brittany et Patricia sans dire un mot. Il resta là, immobile. C'était un point final en chair et en os. Brittany s'arrêta. Pour la première fois de la soirée, ses yeux rencontrèrent quelque chose pour lequel il n'y avait pas de réponse calculée. George ne la regardait pas avec colère. Il n'y avait aucune colère sur son visage. C'était pire que de la colère. C'était l'indifférence absolue d'un homme qui avait déjà pris toutes les décisions nécessaires et qui n'attendait plus que la partie opérationnelle. Il leva légèrement la main droite. Au fond de la salle, le gérant Henderson hocha la tête. Les lumières de travail du Drake Hotel, ces lampes froides et impitoyables que le personnel utilise pour le nettoyage en fin de soirée, s'allumèrent à pleine puissance. Le romantisme de l'ambiance s'évapora instantanément. Le champagne dans les coupes perdit son éclat doré et ne fut plus qu'un liquide jaune. Les robes perdirent leur magie. Les ombres qui cachaient les imperfections disparurent. Ce qui resta fut la réalité. Une salle de réception avec des gens confus, une mariée à la robe détruite, un marié avec une éraflure sanglante sur la joue qu'il n'avait même pas encore remarquée, et une femme de 66 ans appuyée sur une canne qui avait survécu à la soirée entière avec plus de dignité que tous ceux qui l'entouraient. La musique s'était arrêtée. George attendit que le silence s'établisse complètement. Mon épouse, Patricia Miller, est en convalescence après une opération de la hanche, dit-il, la voix projetée vers le fond de la salle, avec la naturalité de quelqu'un qui avait passé sa vie à diriger des réunions de chantier bruyantes. Ce n'était pas un discours, c'était un rapport. Le médecin avait été clair en présence de mon fils. Tout mouvement brusque, toute résistance inattendue pourrait déplacer l'articulation chirurgicale. Le résultat pourrait être permanent. Elle pourrait ne plus jamais marcher. Il s'arrêta. Il laissa le silence opérer. Mon fils et son épouse le savaient. Ils étaient présents lorsque le médecin avait expliqué. Ce qu'ils avaient fait de cette information,
c'était de venir dans cette salle des heures avant les invités et d'appliquer de la colle industrielle sur le siège de la chaise qui lui était réservée. Dans le silence qui suivit, quelqu'un à la table 6 laissa tomber une fourchette. Le bruit du métal sur le parquet résonna dans toute la salle comme un commentaire. Personne ne se baissa pour la ramasser. « C'est un mensonge. Vous inventez, vous, Brandon. » Un mot prononcé sur le ton exact d'un homme qui n'avait pas besoin d'en dire plus. Brandon ferma la bouche. George sortit de la poche de son veston un petit pointeur laser. C'était un équipement simple, du genre utilisé lors de présentations de projets pour indiquer des points spécifiques sur un plan. Il pointa vers la cabine de projection sur le balcon supérieur, où le responsable de l'écran des mariés attendait. « Henderson, vous pouvez lancer !» L'écran géant derrière la scène, qui avait affiché pendant tout le dîner un diaporama de photos du couple dans des lieux sélectionnés pour construire une narration d'amour parfait, s'éteignit pendant 3 secondes et revint avec une autre image. C'était un enregistrement de sécurité, caméra de plafond, angle élevé, image en haute définition en niveau de gris. L'horodatage dans le coin inférieur gauche indiquait 17h45 de ce même jour. La salle était vide sur l'enregistrement. Les lumières de travail étaient allumées, les mêmes lumières impitoyables qui éclairaient maintenant la salle réelle. 2 silhouettes entrèrent dans le cadre par le couloir latéral. Même jupe volumineuse, même costume, même couple. Toute la salle se tourna vers l'écran avec la synchronisation de ceux qui reçoivent un ordre silencieux. Sur l'enregistrement, Brittany se dirigea directement vers la chaise de Patricia avec l'assurance de quelqu'un qui connaît le terrain. Brandon se positionna en sentinelle. Brittany sortit le tube orange de la poche intérieure du veston de Brandon. La même poche que, dans la salle réelle à ce moment-là, Brandon tentait discrètement de boutonner avec des doigts qui n'obéissaient pas complètement. À l'écran, la main de Brittany se déplaça sur le siège en spirale. Ensuite, Henderson activa l'audio. Les haut-parleurs du Drake Hotel étaient des équipements de 400 000 $ installés pour que chaque personne au fond de la salle entende les vœux de mariage avec clarté. Ils firent le même travail maintenant avec l'audio de la sécurité. « Prends aussi les bords, mon amour. Je veux qu'elle soit bien collée. Il faut qu'elle apprenne sa place. » La voix de Brandon sortit distinctement. Il n'y avait aucune ambiguïté possible quant à la diction ni à l'auteur. Puis celle de Brittany. Quand la vieille essaiera de se lever pour le toast, elle se tordra comme un poisson hors de l'eau. Qui sait, peut-être qu'elle se cassera enfin l'autre hanche et que nous pourrons l'interner rapidement. Quelqu'un au fond de la salle prononça à voix haute un mot qui n'était pas élégant, mais qui était juste. Une femme à la table 4 couvrit sa bouche de ses mains, non pour dissimuler un sourire. Ses yeux se posèrent directement sur Patricia. L'écran géant s'éteignit. Les lumières de travail restèrent allumées. Contexte important ici aux États-Unis. Créer intentionnellement une condition qui cause un dommage physique à quelqu'un est un crime. Lorsque la victime est âgée ou a un handicap reconnu, les peines sont aggravées. Dans notre droit, cela constituerait des coups et blessures volontaires contre une personne vulnérable. Ce qui transforme la situation de civil en criminel est la preuve d'intention. Et cet audio était précisément cela. Brandon avait cessé d'essayer de boutonner son veston. Ses bras pendaient le long de son corps. Il regardait l'écran éteint avec l'expression de quelqu'un qui vient de voir le sol s'ouvrir sous ses pieds et n'a pas encore complètement assimilé la physique de ce qui se passe. Il se tourna vers George, les yeux humides, dans une transition si rapide de l'attaque au désarroi qu'elle en devenait étrange. « Père, je peux expliquer. C'était une idée stupide, nous le savons. Mais ce n'était pas pour faire vraiment mal, je le jure. Nous voulions juste... Tu voulais qu'elle apprenne sa place. » George répéta avec une exactitude chirurgicale. C'étaient ses mots. Il les avait entendus personnellement avant toute caméra. Brandon changea de stratégie avec la rapidité de ceux qui ont appris que la vérité a une courte durée de vie lorsqu'elle est gênante. « Tu as monté ça ?» dit-il en pointant du doigt son père. Il regarda l'auditoire qui était resté pour assister à la scène, car certains événements humains possèdent une gravité dont il est impossible de se détourner. « Mon père est malade. Il a des problèmes. Il est paranoïaque. Il invente des choses.
Il essaie de détruire mon mariage depuis des mois. Cette vidéo est un montage. Il a glissé ce tube dans ma poche quand nous nous sommes salués plus tôt. Quelqu'un l'a vu ici? Il en est capable. Ici, je ne devrais pas commenter, mais je vais le faire. La pointe orange du tube de colle était encore visible au-dessus de la poche qu'il avait tenté de fermer. Ce n'était pas un montage, c'était simplement la négligence de quelqu'un de trop enthousiaste par son propre plan pour se souvenir de jeter l'instrument. À la table 3, Franck Olivier, associé de Georges depuis 22 ans, un homme de 63 ans qui avait travaillé sur plus de 40 chantiers, se leva lentement à ses côtés. Il ne fit pas de discours, ne dit rien, prit la serviette en lin blanc, la plia soigneusement sur son assiette et se dirigea vers la sortie avec la posture de quelqu'un qui en a assez vu et sait que la présence en certains lieux est une forme d'approbation. Le départ de Franck servit de signal. Madame Venner Wallet, qui avait été la première invitée de Marc que Brittany s'était empressée de saluer à son arrivée, ramassa son sac avec le même geste que quelqu'un qui décide de ne pas poursuivre une réunion qui a perdu son sens. « Quel dégoût !» dit-elle, avec la clarté de quelqu'un qui n'a pas besoin de chuchoter parce qu'elle n'a rien à cacher. Elle fit un signe discret à son mari. Ils sortirent, d'autres se levèrent. Ce n'était pas un exode, c'était une érosion. Table par table, les invités les plus influents socialement de Brittany, les personnes par le regard desquelles elle avait construit toute la narration de cette soirée, choisissaient le couloir de sortie plutôt que de rester. Georges ne regardait pas les départs, il avait les yeux rivés sur le visage de son fils. Brandon avait vu l'abandon se produire. Il avait vu les personnes sur lesquelles il misait lui tourner le dos. Il avait vu l'auditoire qui aurait dû confirmer sa propre narration, choisir une autre version de l'histoire. Et cela avait produit en lui une transformation que Georges reconnaissait de la même manière qu'il reconnaissait le signe d'effondrement dans une structure compromise. L'arrogant avait disparu. Ce qui restait à sa place était plus petit, plus honnête et bien plus effrayant à observer. « Père », dit Brandon d'une voix différente. Il n'y avait plus de volume. Il ne restait que le résidu de quelqu'un qui est arrivé à la fin d'une performance et ne sait pas ce qui vient ensuite. « Père, s'il te plaît, on peut en parler. Je sais que j'ai fait une erreur. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais ne me fais pas ça ici devant tout le monde. Tu es mon père. » Georges regarda son fils pendant un long moment. Il le regarda d'une manière que Patricia, qui connaissait son mari depuis 4 décennies, décrirait plus tard comme l'expression d'un homme qui fait la paix avec une décision coûteuse à prendre. « J'ai été ton père pendant 36 ans, dit Georges. J'ai bâti une entreprise, j'ai bâti un patrimoine, j'ai bâti une réputation. J'ai fait cela pendant que tu dormais, pendant que tu étudiais dans des écoles qui n'étaient pas bon marché, pendant que tu conduisais des voitures qui ne t'ont rien coûté. Je ne regrette rien de tout cela. C'était mon obligation et ce fut mon choix. » Il marqua une pause. « Ce que je ne savais pas, c'est que je bâtissais le patrimoine de 2 étrangers. » Il sortit une clé de sa poche. Elle était lourde, en laiton, le genre de clé qui n'est pas produite en série, car ce qu'elle ouvre est unique. C'était la clé maîtresse de l'appartement de Gold Coast, la propriété avec vue sur le lac Michigan, avec son sol en marbre italien que Georges avait personnellement choisi et son bois du Brésil qu'il avait porté de ses propres mains. Brandon reconnut la clé. Il l'avait tenue 1 semaine auparavant, lorsqu'ils avaient visité l'appartement. Il tendit la main. Georges referma ses doigts autour de la clé. « Vous avez déménagé vos affaires là-bas ce matin ?» dit-il. « Je le sais. Votre contrat pour l'ancien appartement a pris fin hier. » Brandon hocha la tête, sans encore comprendre. « L'équipe de déménageurs que j'ai engagée il y a 1 heure est déjà en train de retirer vos affaires de l'appartement. On prévoit que tout sera sur le trottoir de l'avenue Michigan en moins de 28 minutes. Il pourrait pleuvoir plus tard, alors je vous recommande d'y aller tout de suite. » Brittany, qui était restée immobile, tenant le devant de sa robe à 2 mains, traita l'information avec un délai de 3 secondes. « Vous nous mettez à la rue le soir de notre mariage ? » « Je ne vous mets pas à la rue, » dit Georges avec précision. « J'ai sécurisé ma propriété. L'acte de propriété n'a jamais été transféré. L'appartement est à moi. Je ne loue pas à des gens qui essaient de blesser ma femme. Mais nos vêtements, nos affaires, vous ne pouvez pas. Je peux, et je l'ai déjà fait. »
Brandon regarda son père avec cette expression particulière que l'enfance produit chez les adultes dans les moments d'effondrement. Non pas le fils de 36 ans, mais l'enfant qui voulait que son père résolve le problème qu'il avait lui-même créé. « Père, nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas d'argent pour un hôtel. Tu sais que mon compte est presque vide. Si tu as annulé la carte, je l'ai annulée. » Alors, Brandon passa une main sur son front. « Alors, aide-moi maintenant et nous réglerons ça plus tard. Tu peux faire ça, c'est ton fils qui te le demande. » George ouvrit sa veste, en sortit une enveloppe. Il ne la lui tendit pas, il la tint juste visible. « Ceci est l'ébauche du Nouveau Testament. L'Ancien te laissait tout, l'entreprise, le portefeuille immobilier, les fonds d'investissement, environ 15 000 $. Brandon resta immobile. Le Nouveau constitue un trust, qui, en termes français, serait l'équivalent d'un fonds fiduciaire administré par mon avocat Leonard West. Les bénéficiaires sont la Société de bien-être animal de Chicago et le Fonds de soutien aux vétérans de guerre. Silence. Tu donnes mon argent à... Brandon ne termina pas sa phrase. Ce n'est pas ton argent. Ça ne l'a jamais été. C'était mon argent que je prévoyais de laisser à celui que je pensais que tu étais. George regarda son fils sans cruauté et sans faiblesse. C'était le regard d'une conclusion. J'ai découvert ce soir que cet homme n'existe pas. Brandon tenta une fois de plus. La résilience de l'espoir dans des circonstances d'effondrement total était impressionnante. « Père, tu prends la plus grande décision de ta vie dans un moment de colère. Ce n'est pas juste. Réfléchis bien, demain tu vas... » « J'ai pris chaque décision ce soir avec le plus grand sang-froid de ma vie, » dit George. « Il n'y a pas de colère là-dedans. La colère passe. Ce que je ressens maintenant ne passe pas. » Il fit signe à Henderson, qui était resté à une distance respectueuse avec un terminal de paiement et une longue feuille de papier. Le gérant s'approcha de Brandon avec la solennité de quelqu'un qui a déjà mené ce genre de conversation et qui sait que l'efficacité est plus humaine que la prolongation. « Monsieur Miller, » dit Henderson avec le même ton professionnel que d'habitude, « vous êtes contractuellement responsable de l'événement de ce soir. Le solde impayé, banquet, bar ouvert excédentaire, heures supplémentaires du personnel, frais de sécurité additionnels et la chaise antique française de 1920 qui a été altérée de manière permanente avec de l'adhésif industriel, s'élève à 81 450 $. Nous avons tenté de traiter la carte supplémentaire 3 fois. Elle a été refusée à chaque tentative. » Brandon regarda le terminal comme s'il s'agissait d'un animal inconnu. « Je n'ai pas ça. »« Je comprends, monsieur. En cas d'impossibilité de paiement immédiat, il y a 2 options. Nous pouvons faire appel aux autorités policières, qui sont déjà présentes dans le hall, pour enregistrer un vol de service, ce qui, à ce montant, constitue un crime dans l'État de l'Illinois. Ou nous pouvons formaliser un accord de paiement échelonné avec des garanties. Aux États-Unis, ne pas payer des services consommés pour des montants élevés n'est pas seulement une question civile. C'est un crime qui peut entraîner une peine de prison. Et 81 000 $ était bien au-dessus du seuil de toute discussion sur la trivialité. Brandon se tourna vers Brittany. Elle était occupée par son propre désastre, son téléphone portable à la main, lisant les commentaires en direct de la diffusion des caméras des invités. Ce qu'elle voyait sur son téléphone n'améliorait pas son état d'esprit. « Chérie, tu as une carte qui fonctionne ? Une quelconque réserve, n'importe quoi. » Brittany le regarda avec une expression qui contenait, à parts égales, du désespoir et une réévaluation fondamentale qui s'opérait en temps réel. « Tu m'avais dit qu'ils étaient riches, » dit-elle. Sa voix avait changé de registre, passant du théâtral au brut. « Tu m'avais dit que l'entreprise était à toi, que tu allais tout hériter, que ce dîner n'était qu'une formalité. C'était le cas, mais il t'a coupé les vivres. » Brittany regarda George, puis se tourna vers Brandon. « Il t'a complètement coupé les vivres et tu n'as absolument rien. J'ai mon salaire de l'entreprise. »« Quelle entreprise ?» dit George poliment. « Tu as été licencié de l'entreprise à 18 h aujourd'hui. Le service du personnel l'a confirmé. Tu pourras récupérer tes affaires personnelles sur le bureau lundi. » Brandon regarda son père. C'était le regard de quelqu'un qui comprend pour la première fois la différence entre avoir accès à l'argent d'autrui et posséder son propre argent.
C'était une éducation financière retardée de 36 ans, dispensée dans une salle de réception de Chicago, devant des caméras en direct. As-tu un compte personnel? George continua avec la froideur factuelle de quelqu'un qui connaît son propre portefeuille, qui est suffisant pour 2 ou 3 jours dans un hôtel décent pendant qu'ils organisent les prochaines étapes. Brittany traita le chiffre lentement. 2300. Elle connaissait ce chiffre, savait exactement ce que 2300 $ achetaient à Chicago. 2300 $ représentaient une semaine dans un hôtel de catégorie moyenne sans service de chambre. C'était 3 mois de passe de métro. C'était le budget d'un petit déménagement pour un appartement qui n'était pas sur la Gold Coast. C'était l'opposé de tout ce qu'elle avait calculé lorsqu'elle avait dit oui à ce dîner 6 mois plus tôt, en regardant Brandon et en voyant non pas l'homme, mais ce qui venait avec l'homme. L'entreprise, le portefeuille, l'appartement rénové en attente, l'héritage de 15 000 $, qui n'était qu'une question de temps. 2300 $. C'était le son du plan entier qui s'effondrait. Elle regarda la robe détruite qu'elle tenait encore des 2 poings devant elle. Puis elle regarda la chaise dont le dossier était fusionné au velours, puis les groupes d'invités qui étaient encore dans la salle à regarder, beaucoup d'entre eux ayant toujours leur téléphone portable levé pour documenter. « Je me suis marié avec un homme qui a 2300 $ sur son compte. » « Techniquement, dit Brandon, avec le sens du timing le plus inapproprié de la soirée, j'ai 2300 $. Avant aujourd'hui, j'avais accès à bien plus. »« Tu avais accès ?» dit Brittany en prononçant lentement chaque mot lourd. « Ce n'était pas à toi, c'était un accès. C'est le détail que personne ne voit de l'extérieur quand on regarde les couples riches. L'argent de famille appartient rarement à celui qui l'utilise. Il appartient à celui qui l'a construit. Et celui qui l'a construit décide jusqu'au dernier moment où il ira. » La rupture entre Brandon et Brittany se produisit en temps réel et en public, ce qui est l'une des formes les plus honnêtes qui existent, car il n'y avait aucun moyen de réécrire l'histoire après coup. Brittany lâcha le devant de sa robe. Il n'y avait plus d'esthétique à préserver. La scène avait été diffusée en direct à un nombre qu'elle ne savait pas encore calculer, mais que son instinct de créatrice de contenu avait déjà traduit par « très grand et irréversible ». Elle prit son sac sur la table. « Je dois y aller », dit-elle à personne en particulier. Brandon la saisit par le bras. « Tu ne vas nulle part. Nous sommes mariés depuis 3 heures, mariés sans argent, sans appartement, avec une facture de 80 000 $ à payer et moi probablement poursuivi pour tentative d'agression. » Brittany regarda sa main sur son propre bras avec l'expression de quelqu'un qui évalue si l'objet est suffisamment précieux pour être conservé. Ce n'était pas la proposition. La proposition, c'était nous deux, ensemble. La proposition, c'était le patrimoine Miller, dit-elle avec une clarté qui était au moins honnête. Je pensais que tu étais le patrimoine Miller. Tu ne l'es pas. Tu n'es que le Miller. Brandon lâcha son bras. Brittany fit un pas vers la sortie. La chaise, qui était encore accrochée à ce qui restait de la robe par quelques fils de tulle résistants, traîna sur le parquet avec un bruit de conclusion. Brandon regarda la chaise, regarda sa femme, regarda ce qu'il y avait entre eux et fit alors la chose la plus prévisible et la moins sage disponible à ce moment-là. Il tenta la force. Ce n'était pas une violence calculée. C'était le désespoir de quelqu'un qui avait perdu le contrôle de tout en moins de 40 minutes et qui essayait de retenir la dernière chose qui bougeait encore. Il saisit de nouveau le bras de Brittany, cette fois avec plus de pression. « Tu ne vas pas simplement partir. Tu me dois. » Brittany se libéra un instant, et elle se retourna. Ses doigts rencontrèrent de son visage. Ce n'était pas une gifle, c'était la griffure involontaire de quelqu'un qui se défend dans un petit espace avec les seules armes disponibles. 3 marques rouges apparurent sur la joue de Brandon avec la rapidité que la peau permet. Brandon lâcha prise, recula, porta la main à son propre visage avec une expression de choc authentique. Brittany fit un pas en arrière, ce qui l'éloigna de la distance de contact, et alors la physique exécuta la sentence finale. La chaise, toujours retenue par ses fils restants de la robe, avait accompagné chaque mouvement de Brittany jusqu'à ce moment.
Quand elle recula avec force, la base en chaîne de 40 kg du mobilier du Drake Hotel fit ce que 40 kg de chaîne font lorsqu'ils sont accélérés. Elle heurta le bord de la table immédiatement derrière Britney. La table était celle du gâteau. Le gâteau de mariage à 5 étages avait attendu patiemment toute la nuit. Parfait, avec ses fleurs en sucre artisanal et son glaçage de ganache blanche qui avait coûté l'équivalent d'une voiture populaire. Il avait survécu à tout le dîner, à toute l'humiliation, à toutes les révélations. Et mobile sur son support argenté, il accomplissait le seul destin qu'un gâteau de mariage puisse avoir. Quand la table vibra, le gâteau traita l'information de manière objective et tomba. Édouard était arrivé à cet instant précis avec le chariot à gâteau, pour le deuxième service de dessert, des assiettes propres empilées sur l'avant-bras, le sourire professionnel affiché sur son visage comme un équipement de protection individuelle. Il resta immobile à 2 mètres de la catastrophe, observant la ganache s'étaler sur le parquet dans une zone qu'il avait aidé à nettoyer cet après-midi-là. Il regarda les assiettes, regarda le sol, regarda Brandon et Brittany couverts de vanille et de framboises. Il hocha lentement la tête, comme quelqu'un qui confirme une suspicion qu'il avait depuis le début de son service. Il posa les assiettes sur le chariot avec la précision de quelqu'un qui a déjà pris une décision concernant sa propre carrière et recula en silence vers la zone de service. Ce fut l'effondrement total des 5 couches en succession rapide, l'une après l'autre, comme si le gâteau entier avait décidé qu'il avait attendu assez patiemment. De la vanille, de la framboise, de la ganache, des fleurs en sucre et 6 jours de travail d'une pâtissière spécialisée se répandirent sur un rayon de 2 mètres avec la démocratie égalitaire des substances en plein effondrement. Brandon et Brittany reçurent la quantité que la proximité déterminait. La nappe blanche reçut le reste. Le photographe engagé pour le mariage, qui était resté par instinct professionnel, même après que la fête eut cessé d'être une fête, enregistra le moment avec une série de flashs qui documentèrent la scène avec une précision historique. Et croyez-moi, j'essaie d'être neutre. Il y a des photos de mariage qui restent sur les murs pendant des décennies. Et il y a des photos de mariage qui restent sur Internet pendant des décennies. Celle-ci appartenait clairement à la seconde catégorie. Les 2 policiers que Henderson avait appelés plus tôt et qui avaient attendu dans le hall, avec la patience de ceux qui connaissent le rythme de ces choses, entrèrent finalement. C'étaient 2 hommes d'âge mûr, à la posture fatiguée mais efficace, comme ceux qui ont passé des années sur des interventions de samedi soir à Chicago et avaient développé la capacité d'évaluer une situation en quelques secondes. Ils regardèrent le couple au sol, regardèrent le gâteau, regardèrent la chaise toujours accrochée à la robe, se regardèrent l'un l'autre avec la communication silencieuse des vétérans. « Tout va bien ici, les amis ?» dit le plus âgé. « Pas d'urgence, levons-nous calmement. » Brandon fut relevé par le col, avec l'efficacité de quelqu'un qui a fait cela des centaines de fois. Il était couvert de glaçage blanc, les 3 marques rouges sur sa joue, visibles à travers la couche de sucre, son costume de 2200 $ documentant chaque étape de la soirée en tâches. Brittany essayait de se relever, mais la combinaison de la robe déchirée, de la chaise accrochée et du sol glissant de crème de framboise rendait le processus plus complexe qu'il n'aurait dû l'être. Le second policier l'aida avec la patience de quelqu'un qui avait vu des choses plus étranges. Il regarda la chaise, regarda la colle, secoua la tête de gauche à droite avec la résignation philosophique de celui qui accepte que le travail comporte des moments que les académies de police ne couvrent pas adéquatement. « Madame, nous allons devoir vous accompagner jusqu'à la voiture de patrouille. Nous avons l'équipement adéquat pour gérer la situation. » « Je ne peux pas me promener avec une chaise accrochée dans le dos à travers le hall du Drake Hotel ?» dit Brittany avec ce qu'il lui restait de dignité. « Nous n'allons pas passer par le hall, » dit-il. Sortie de service. Il y avait une mélancolie particulière dans cette phrase qui n'avait pas besoin de commentaires supplémentaires. Leonard West avait attendu jusqu'à ce moment. C'était le genre d'avocat qui savait que le bon moment pour remettre des documents est celui où la personne n'a plus l'énergie d'argumenter, non par cruauté, mais par efficacité. Les documents remis au plus fort de l'agitation finissent en papier froissé. Les documents remis dans le silence de l'effondrement sont lus. Il sortit une enveloppe de sa mallette en cuir, s'approcha de Brittany avec la précision de quelqu'un qui avait répété ce trajet. « Madame Miller ?» dit-il
en ajustant ses lunettes à monture fine. Leonard West, conseiller juridique de George et Patricia Miller, vous êtes formellement notifié. Il toucha légèrement son épaule avec l'enveloppe. Il la lâcha et elle tomba au sol sur une couche de crème de vanille. Brittany regarda l'enveloppe, regarda Léonard. Il n'y avait plus d'énergie pour la performance. Il n'y avait que le visage de quelqu'un qui était arrivé à la fin d'une pièce de théâtre et avait réalisé que le théâtre était réel. Qu'est-ce que c'est ? Notification d'action civile pour dommages matériels intentionnels à un objet de valeur historique, propriété du Drake Hotel, et action pour tentative de coups et blessures volontaires contre une personne vulnérable. Léonard se tourna vers Brandon, à qui l'on demandait de mettre les mains derrière le dos. Cela vous inclut en tant que co-défendeur, monsieur. Les documents détaillent les fondements juridiques. Mes coordonnées figurent à la dernière page pour le moment où vous déciderez d'engager une représentation. Brandon regarda son père une dernière fois. Ce soir-là, c'était un regard qui contenait beaucoup de choses. De la colère, de la peine, de la honte et une question qu'il ne savait pas comment formuler, car la réponse était la dernière chose qu'il voulait entendre. George ne bougea pas. Il n'y avait rien à dire que la vidéo n'avait pas déjà dit. Il n'y avait rien à ajouter que le silence ne communiquait pas mieux. Les policiers conduisirent Brandon par le couloir latéral. Brittany suivit avec la chaise et ce qui restait de sa robe par la sortie de service que le policier avait promise. La salle s'était presque entièrement vidée. Quelques invités restaient encore sur les côtés, par groupes de 2 ou 3, parlant à voix basse avec cette énergie particulière de témoins de quelque chose qu'ils savaient qu'ils raconteraient pour le reste de leur vie. Henderson s'approcha de George. « Nous devons régler le solde dû, monsieur Miller. Dans ces circonstances, je peux vous offrir un délai. Vous pouvez le mettre sur mon compte, dit George. Je paierai demain. » Henderson hocha la tête. Il y avait une phrase qui n'avait pas besoin d'être prononcée, que George Miller avait payé chaque centime de cet événement, comme il avait tout payé pendant des décennies, et que la seule différence cette fois était qu'il avait reçu quelque chose en retour pour son argent. La réponse sur le type de famille qu'il avait. George se tourna vers Patricia. Elle se tenait debout, à côté de la chaise sécurisée, sa canne fermement dans la main droite. Sa robe bordeaux intacte, ses cheveux en place, elle avait assisté à la seconde moitié de la soirée avec l'expression de quelqu'un qui observe une tempête depuis l'intérieur d'une structure solide. On voit tout se dérouler. On ressent le poids de ce que l'on voit, mais on est protégé par ce qui a été construit autour. Ses yeux étaient secs. C'est ce que George remarqua en premier. Il s'était attendu à des larmes, s'était préparé à des larmes, avait répété mentalement les mots qu'il dirait pour la consoler. Mais Patricia Miller ne pleurait pas, elle se tenait debout. « Peux-tu me ramener à la maison, George ?» dit-elle. La marche de la salle au voiturier fut courte et silencieuse. George maintenait son bras fermement sous le sien, réglant le pas au rythme de la canne. Les derniers invités qu'ils croisèrent dans le couloir s'écartèrent respectueusement. Il y avait quelque chose dans cette marche qui n'invitait pas aux commentaires. L'air extérieur arriva d'abord comme une température, puis comme une odeur. Chicago, en octobre, la nuit, a ce froid sec que le lac Michigan souffle sur toute la ville, qui est différent du froid humide de la côte Est et différent du froid sec des montagnes. C'est un froid de plaine expansif qui s'insinue par le col du manteau et rappelle qu'il existe un monde plus vaste que n'importe quelle salle de réception, juste pour situer ceux qui n'y sont jamais allés. Le lac Michigan pousse l'air froid sur Chicago d'octobre à avril, avec une régularité que les habitants utilisent comme calendrier. Les Chicagoans ne font pas semblant que l'hiver n'existe pas. Ils ne se plaignent pas trop. Il fait froid. C'était prévu. La vie continue. George trouva qu'il y avait quelque chose de respectable là-dedans. La Lincoln Town Car était à l'entrée, le moteur déjà chauffé par le voiturier. C'était une vieille voiture selon les standards de ceux qui pensaient que les voitures devaient être remplacées tous les 2 ans. Elle avait 11 ans, 62 000 milles au compteur, un intérieur en cuir sombre et cette solidité d'acier que les fabricants avaient cessé de privilégier à un certain moment dans les années 90. Brittany avait demandé à George d'arriver au mariage dans une Bentley louée. Il avait refusé. Il regardait la voiture maintenant avec la satisfaction de quelqu'un qui avait fait un bon choix dans une petite décision.
Il ouvrit la portière passager. Il aida Patricia à monter, prenant soin de la soie de sa robe pour ne pas la coincer dans le joint de la portière. Il plia la canne et la posa sur le siège arrière. Il fit le tour, s'assit, ferma la portière. Le rembourrage en cuir absorba le bruit de l'extérieur. La salle, les flashs des téléphones portables, les conversations superposées, la musique coupée en plein milieu, les policiers, tout resta à l'extérieur de la portière fermée. George garda les mains sur le volant. Il ne tourna pas la clé. Il attendit. Patricia regardait son propre giron, les mains jointes sur son sac à perles. Ils restèrent ainsi pendant un temps qui fut long, mais pas pesant. Puis, Patricia ouvrit son sac, en sortit une longue boîte en velours noir. George la connaissait. Il l'avait vue sur la coiffeuse de sa femme pendant des semaines. Patricia la sortait et la remettait comme si elle prenait une décision qu'elle n'arrivait pas à finaliser. C'étaient les boucles d'oreilles en diamant qu'il avait achetées pour les offrir en cadeau de mariage à Britney. Il avait économisé 2 ans pour les acheter. C'étaient des pièces d'orfèvrerie, des diamants taillés à l'ancienne, montés sur or blanc, le genre de bijou qui ne vieillit pas parce qu'il ne suit aucune mode. Il avait choisi le modèle en pensant à l'effet qu'il produirait sur le visage de Britney sur les photos de mariage. Patricia passa le pouce sur le velours de l'écrin. « Je ne l'ai pas ouvert, George », dit-elle de cette voix tranquille de quelqu'un qui était parvenu à une conclusion après un long moment. « Oui, je vais les garder », marqua-t-elle une courte pause. « Ou on les vend, et je construis une serre dans le jardin. Je veux cultiver des tomates en hiver. » George sentit le premier vrai sourire de la soirée. « Une serre, c'est une bonne idée. » Patricia remit l'écrin dans son sac et ferma le fermoir d'un claquement net. Elle resta silencieuse quelques secondes de plus. Puis, elle se tourna vers son mari avec cette expression que George avait appris à déchiffrer en 4 décennies. L'expression qu'elle prenait quand elle avait quelque chose d'important à dire et qu'elle avait décidé que le moment était venu. « Je savais que quelque chose n'allait pas avec elle depuis le début, » dit Patricia. « Mais j'ai continué d'essayer. J'ai continué à acheter des choses, à organiser des déjeuners, à lui demander si elle préférait ceci ou cela. Je pensais que si j'essayais assez fort... » Elle ne termina pas la phrase. Ce n'était pas nécessaire. L'amour sans retour. Il ne se transforme pas en amour avec plus d'amour. George dit « Il devient une habitude de se faire du mal. » Patricia acquiesça lentement. « Je le sais pour les autres. Je ne l'ai jamais su pour moi. Maintenant, tu le sais. » Elle regarda le pare-brise, le mouvement de l'avenue dehors, les taxis, les couples qui marchaient, les fenêtres éclairées des immeubles. La vie ordinaire et honnête d'une ville qui ignorait ce qui s'était passé durant les 3 dernières heures à l'intérieur de cet hôtel. George. « Oui, tu te souviens du voyage ?» Sa voix avait changé de ton. Elle était devenue plus légère, comme lorsque la température chute soudainement et que l'air devient plus pur. Le voyage que nous avons annulé quand Brandon a eu besoin d'argent pour son entreprise, puis que nous avons de nouveau annulé quand Brittany a eu besoin de la réservation pour la salle de mariage. La Toscane. La Toscane. Elle prononça le mot comme quelqu'un qui boit la première gorgée d'eau après une grande soif. Les passeports sont dans la boîte à gants. George ouvrit la boîte à gants. Il y avait là 2 passeports bleus vieillis, exactement là où il les gardait toujours, car il avait appris des décennies auparavant que l'opportunité ne prévient pas à l'avance. Ils sont là. Patricia le regarda. C'était le regard de 40 ans de mariage distillé en 1 seconde. C'était le regard qui existait avant tout enfant, avant toute entreprise, avant tout patrimoine, le regard de 2 jeunes gens qui avaient décidé à un moment précis d'une vie antérieure de construire quelque chose ensemble. Alors, allons à l'aéroport, George. Maintenant? Maintenant. Je veux boire du vin sur un balcon où personne ne me connaît. Je veux manger du pain sans demander la permission. Je veux me réveiller demain et regarder la campagne sans penser à aucune des personnes de cette salle. George tourna la clé. Le moteur s'éveilla avec le ronronnement bas et fiable de 11 ans de mécanique honnête. « Nous n'avons pas de bagages, » dit-il en passant la vitesse. « Tu as une carte de crédit ? » « Oui. »« Alors, tu as des bagages ?» Ils sortirent du parking. La ville ouvrit devant eux les lumières du Gold Coast, puis l'avenue Lacor,
avec le lac Michigan invisible, mais présent à gauche. Puis la signalisation pour l'aéroport O'Hare, qui apparaissait sur les premiers kilomètres de la sortie. George accéléra doucement. Dans le rétroviseur, le Drake Hotel rétrécit jusqu'à devenir un point lumineux, parmi d'autres points lumineux, puis disparut dans le virage. Patricia posa sa main sur celle de George, sur le levier de vitesse. La pression était plus forte maintenant qu'elle ne l'avait été de toute la soirée. « Merci », dit-elle. George ne répondit pas immédiatement. Il garda les yeux sur la route pendant quelques kilomètres de silence. « Eh bien, pourquoi ?»« Pour ne pas m'avoir laissé m'asseoir sur cette chaise. » Retenez cette phrase, car c'est exactement cela. C'est le travail d'une vraie famille. Ce n'est pas le travail de payer les factures, ni de faire des sacrifices, ni de supporter l'insupportable. C'est le travail silencieux de vérifier la chaise avant que l'autre ne s'y assoie, d'arriver tôt quand personne ne le demande, de protéger sans l'annoncer. C'est le travail qui n'apparaît sur aucune photo de mariage, mais qui est la seule raison pour laquelle le mariage dure. Le feu passa au vert devant eux. George accéléra. La Toscane attendait. Et c'est la leçon de cette histoire. Nous passons des années à essayer de conquérir l'affection de ceux qui nous ont été désignés comme famille par accident de naissance ou d'état civil. Nous nous plions, nous cédons, nous ravalons, nous justifions. Nous pensons que l'amour est une question de persévérance, que si nous donnons suffisamment, avec suffisamment de patience, pendant suffisamment de temps, l'autre personne finira par reconnaître la valeur de ce qu'elle a reçu. Mais il y a une différence fondamentale entre l'amour et la résistance, entre la famille et l'habitude, entre protéger quelqu'un et se laisser détruire par quelqu'un. George Miller n'abandonna pas son fils cette nuit-là. George avait tenté de construire quelque chose avec Brandon pendant 36 ans. Ce qui s'était passé n'était pas un abandon, mais une reconnaissance. La reconnaissance qu'une construction peut être si compromise dans ses fondations que le seul acte honnête est d'arrêter de faire semblant qu'elle tient encore debout. Un patrimoine se reconstruit, une réputation se refait, un voyage annulé peut être reprogrammé. Ce qui ne se reconstruit pas, c'est le temps passé à soutenir ceux qui utilisent notre fragilité comme une arme. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui n'apparaît que lorsqu'il a besoin de quelque chose, qui vous fait vous sentir petit pour paraître grand, qui sourit devant la caméra et chuchote des cruautés loin d'elle, faites attention. Non pas à l'intensité avec laquelle cette personne vous traite dans les bons moments, mais à la qualité de ce qu'elle est quand personne ne regarde. Le Drake Hotel a des caméras partout, la vie aussi.